Et à mes tout débuts, quand j'étais encore en formation, c'est là à ce moment-là que j'ai rencontré Joachim, qui était ostéopathe et qui donnait des cours, des formations d'anatomie palpatoire. Donc voilà. Et donc ensuite, la vie a continué son chemin. J'ai commencé à faire de plus en plus de massages. Et je me suis aperçue effectivement que les clients qui venaient se faire masser souvent revenaient avec les mêmes symptômes, avec les mêmes douleurs au niveau du corps. Et après, bon, 5, 6, 7 ans, on commence à être un petit peu frustré parce qu'on se dit, c'est pas possible, je fais un travail qui ne sert pas à grand-chose puisque je masse des symptômes. Moi, j'aimerais aller à la source. Donc, petit à petit, je me suis ouvert. J'ai rencontré un ami qui m'a présenté, qui m'a dit, écoute, si tu as envie d'en savoir un peu plus, va plutôt vers la philosophie. Et j'ai rencontré Pietro Dos. Donc, je rends grâce à Pietro de m'avoir sorti de l'obscurantisme où je vivais avant. Je suis un petit peu de moins en moins vers l'obscurantisme vu l'âge aussi, parce que l'expérience fait qu'on s'élève vers la lumière de plus en plus pour ceux qui veulent. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un chemin obligé. Mais pour ceux qui veulent, qui ont une envie, un désir d'aller vers la lumière, ben, on cherche, on demande et on reçoit. Donc, grâce à Pietro et puis d'autres philosophes aussi que j'ai rencontrés en chemin, ça m'a permis donc de me nourrir et de m'enrichir de ça, de m'éveiller, de me dire waouh, j'aimerais bien pouvoir aujourd'hui, parce qu'avant je ne pouvais pas le faire, mais maintenant, depuis 2 ans, je peux transmettre cette expérience-là, cette connaissance. Et c'est une connaissance qui, évidemment, est propre à moi. Hein, c'est un enseignement, parce qu'on reçoit un enseignement, après on en fait selon notre cerveau, parce que chacun a un cerveau différent. Il n'y a pas une personne qui a le même parcours, qui a les mêmes atomes, qui a le même... Non, on est tous tellement singuliers et différents que chaque fois qu'on va recevoir, qu'on va lire un livre, qu'on va regarder un film, qu'on va écouter une musique, on sera touché différemment. Voilà, donc à partir de là, j'ai créé donc ce mental yoga suite à tous les enseignements que j'ai reçus. Je les ai juste apposés. Je me suis aperçue que, effectivement, dans les grandes lignes, ils disent tous la même chose. Il n'y en a pas un qui ne dise pas pareil. Quand on parle de sagesse, quand on parle de la voie de la sagesse, quand on s'intéresse à ça, on s'aperçoit que ce soit le bouddhisme, la Bible, le Coran, la Torah et la mythologie, parce que ça c'est la racine en fait de toutes ces religions, c'est la mythologie. Au départ c'était les mythes que les gens se racontaient les uns aux autres, et ces mythes circulaient au-delà des frontières, parce que peut-être que nous on pense que les gens ne voyageaient pas, mais à l'époque les gens ils voyageaient, la culture voyageait avec eux. Il y avait des commerces, la culture voyageait avec eux. Donc, on peut remonter à, je ne sais pas, moi-même avant Platon, 2000, 3000 avant Jésus-Christ, il y avait déjà des mythes. On peut aller chez les Égyptiens, chez les Sumériens, il y avait déjà, ils racontaient une histoire pour raconter notre monde, pour nous expliquer comment fonctionne le monde. Et c'est ça, la racine de la science qu'on connaît aujourd'hui, l'astrophysique, l'astronomie, toutes ces sciences, elles prennent racine dans les mythes. Alors moi, je me suis basée sur un mythe qu'on a reçu d'Hermès, que Platon a raconté aussi, qui est le voyage d'âme sur Terre. Bon, quand je commence déjà comme ça, le voyage d'âme sur Terre, il y a plein de gens qui se disent « Ouh là là, mon Dieu, est-ce qu'elle va avec ces âmes? Moi, je ne crois pas aux âmes. » D'accord, je ne demande pas de croire, puisque de toute façon, tout ce que nous racontons, tout ce que nous croyons, ce en quoi nous croyons, ça n'est que des images, ça n'est que des mythes. Donc, ce que moi je propose ici avec Mental Yoga, c'est une image, donc c'est un système d'images. J'avais fait un petit mur là avec toutes les planètes et tout ça pour expliquer notre corps. Puisque dans les livres, c'est écrit que nous sommes faits, tout ce qui est en haut est en bas. Donc, ça veut dire que nous sommes faits de la même façon que l'univers. Nous reflétons l'univers, en fait. Donc, dans ce mythe qui raconte l'histoire du voyage d'âme sur Terre, on raconte que l'âme descend sur la Terre
en passant par les différentes planètes. Et ces différentes planètes vont donner à l'âme une vertu. Et ces vertus, on les a. Et vont donner à l'âme un corps. Et ces corps, on les a aussi. Donc, quand on parle d'une personne, on va avoir un corps, on va dire, ah oui, ça c'est, je suis mon corps, c'est déjà une erreur. Donc, dans le mental yoga, on apprend aussi à faire prendre une distance entre ce que je vais dire je suis, le verbe être, c'est un verbe qui est magique en fait. Et on ne se rend pas compte à quel point il est magique, le verbe être. Chaque fois que je dis je suis et que je rajoute un adjectif derrière, ça veut dire que je m'identifie à cet adjectif-là, je suis déjà dans l'erreur. Parce que, et c'est écrit aussi, on ne peut pas définir quelqu'un. Quelqu'un n'est pas, on ne peut pas le définir. Pourquoi? Parce qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de l'univers. On est pareil, sauf qu'on n'est pas lui, c'est clair, puisqu'on est la même chose, on n'est pas lui, on le reflète, on lui ressemble, on a sa puissance, on a sa force, et le verbe être est très puissant, il est créateur. Tout ce que je vais dire je suis, je vais le créer. Donc chaque fois que je dis je suis, il faut faire très attention. Très attention, parce qu'à la suite de ce je suis-là, et le pire, c'est quand on dit tu es. Parce qu'à chaque fois que je dis tu es, je viole quelqu'un. Donc voilà. Je ne sais pas si je dois continuer. C'est passionnant parce que effectivement, on se rejoint probablement tous sur des plans singuliers. Donc, ton regard vient apporter quelque chose qui est complémentaire à mon regard et probablement au regard des autres. Il y a des choses qui font écho, mais qui ne sont pas dites de la même manière, ce qui permet en fait d'élargir les prismes. Et quand tu dis je suis et probablement un des aspects les plus essentiels d'une spiritualité incarnée, on sait que la spiritualité profonde, ce n'est pas d'essayer de devenir quelqu'un, mais c'est d'enlever tous les qualificatifs qu'on a mis au cours du temps, qui nous ont enfermés dans une boîte, et ces identifications nous limitent. Et puis alors, comme tu as très 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 bien dit, plus si on les projette sur l'autre, alors on l'enferme et on l'empêche d'être dans la fraîcheur de l'instant. Voilà, et on se trompe toujours. Chaque fois que je dis tu, je me trompe. Ce qui est génial. Et par rapport aux auditeurs, ce que j'aimerais bien, moi, c'est sentir quand tu dis que, parce qu'on sent bien que tu as collé la philosophie sur le corps. Donc, il ne s'agit pas de décodage biologique. Ah oui, donc on a appris la biologie à l'école. Hein. C'était une anatomie biologique, la tête, le nez, les yeux, le corps, le système sanguin, le système respiratoire, le système osseux, le système musculaire, tous ces systèmes-là qui sont dans notre corps. Eh bien, moi, je vais encore plus loin. C'est-à-dire que moi, je vais faire l'anatomie philosophique du corps. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un seul corps physique. La biologie étudie le corps physique de la personne. Donc, on mesure, on pèse, on compte, c'est mesurer, peser, compter. Quand on s'arrête à la matière corporelle, physique, celle que l'on voit, eh bien, moi, je ne suis pas que ça. Je ne peux pas m'identifier à un corps physique. C'est impossible puisque je suis beaucoup plus que mon corps physique et que moi, comme le raconte je ne sais pas si j'aurai le temps de le raconter ici, ce mythe du voyage d'âme sur Terre, c'est une âme donc qui n'a pas de corps, puisqu'on est une âme, ça n'a pas de corps. Ça descend dans un corps, ça s'incarne dans un corps, le temps de notre voyage terrestre. Et ensuite, on est appelé à remonter. Ok. C'est un peu comme Einstein, au cours de sa vie, à un moment donné, a déclaré, je pense que la mort n'est pas une fin parce que l'énergie ne meurt pas, elle se transforme. On ressent bien qu'il y a une énergie en nous et elle ne peut pas se terminer, elle va continuer sous une forme ou sous une autre. Rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se crée, tout se transforme. Donc même le mental yoga que je voudrais transmettre aux autres pour les enrichir d'une autre façon de voir, eh bien même ce mental yoga-là, c'est pas moi qui l'ai créé de mon cerveau, c'est-à-dire que je me suis nourrie des philosophies d'autres points de vue,
et j'ai juxtaposé et j'ai créé un truc, voilà, et quand je vais le transmettre, les autres vont s'en nourrir aussi, et de leur point de vue, de leur expérience, vont créer aussi quelque chose qu'ils vont pouvoir transmettre. D'accord. Alors, le mental yoga, parce que les mots sont choisis sûrement particulièrement, comment est-ce que tu l'appliques, je dirais, au quotidien quand tu poses tes mains sur un corps, puisque finalement, tu poses quand même tes mains sur un corps. Comment ça se passe? Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé par poser des mains sur des corps. Je continue encore à le faire, bien sûr, hein, quand je fais des massages. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, faire des massages, c'est très bien, je masque des symptômes. Moi, je voudrais aller à l'origine du mal. L'origine du mal, c'est en dehors, c'est ici. C'est pas dans le corps, l'origine du mal. C'est jamais dans le corps, l'origine du mal. C'est toujours ici que ça se passe. Et chaque fois que je pense de façon erronée, le corps va exprimer la pensée. C'est-à-dire que quand on a commencé par dire « je pense donc je suis », j'ai compris que ce n'était pas le verbe être dont il était question ici. C'est le verbe suivre. Je pense, donc je suis ma pensée. Et en fait, quand on dit je pense, c'est déjà une erreur aussi parce que, en fait, je suis une pensée qui traverse le mental. Et le mental, il pense tout le temps. C'est comme quand je dis je digère, c'est pas moi qui digère, c'est mon corps qui se met à digérer. Et mon cerveau, il pense en permanence tout le temps. Et il y a c'est comme, je sais pas, c'est un orage, quoi. Ça bouillonne tout le temps. Et il y a des gens où ça bouillonne tellement qu'ils n'arrivent plus à vivre parce qu'ils sont dépassés. C'est comme un tsunami. Il y a des gens vraiment. Bon, moi, heureusement, je pense beaucoup. C'est très, très calme là-haut. Et donc, j'ai la capacité de pouvoir suivre une pensée, et puis une autre, et puis une autre. C'est pour ça qu'on change d'ailleurs, les gens qui changent d'avis, parce qu'un coup, ils suivent une pensée, un coup, ils suivent une autre pensée. Mais je ne suis pas du verbe être ma pensée. Je pense donc je suis, ce n'est pas le verbe être, c'est le verbe suivre. Oui. Je te suis bien, je te suis bien par rapport à ça. Et cette pensée de Descartes ne me convient pas non plus. Mais si tu peux nous donner, par exemple, par rapport à cette crise où des personnes peuvent se retrouver soit dans un espace qui est un peu ou restreint, mais qui en même temps peut paraître vide parce que quelque part, il n'est pas meublé des activités habituelles, qui peut laisser un peu une forme d'ennui qu'on va chercher à combler d'une certaine façon, etc. Ou un certain stress ou des interrogations. Qu'est-ce que le mental yoga peut apporter par rapport à ça? Le mental yoga donc, va apporter un outil qui va me permettre de prendre du recul par rapport à ce que je vis. Déjà, prendre du recul par rapport au corps émotionnel. Ça me permet déjà de pouvoir réfléchir, parce que si je suis trop pris dans le corps émotionnel, le cerveau, c'est ce qu'on vit d'ailleurs maintenant. Ce qu'on est en train de vivre maintenant avec le coronavirus, c'est qu'on a été tellement pris dans les émotions, le sentiment de la peur, qu'on est tombé dans la cacophonie et qu'on fait un peu n'importe quoi. On a entendu d'ailleurs au début, hein, c'est grave, c'est pas grave, il faut un masque, il faut pas de masque. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on reste encore un peu dans... Parce qu'on est parti avec l'émotion de la peur. Et on est parti avec l'émotion de la peur parce qu'on a tellement, dans ces civilisations-ci, on a tellement évacué la mort. La mort, c'est devenu quelque chose de tellement mal, c'est tellement pas bien, qu'il faut tout faire pour l'éviter, quoi. Donc, puisque la mort est en train de rôder, c'est la panique générale, ça touche tout le monde, ça touche pas tout le monde, ça touche les jeunes, ça touche pas les jeunes. Et tout le monde est parti dans une panique. Pourquoi? Parce que, et quand on a peur, ben, on réfléchit plus. Donc, mental yoga met le cerveau vraiment là où il est organiquement, au centre. Parce que le cerveau, en fait, c'est le processeur, c'est notre processeur central. Et dans notre processeur central, il rentre des tas d'informations. Au début, quand on est physiologiquement,
on a le crâne qui est ouvert, qu'on appelle la fontanelle. Hein. Un bébé, il a un crâne qui est ouvert et il y a plein d'informations qui pénètrent dedans. Hein. Sinon, un ordinateur, s'il n'y a pas d'information, vous pouvez avoir un professeur sans seul, s'il n'y a pas d'information, il ne peut pas fonctionner. Donc au début, il y a plein d'informations qui rentrent et le bébé, il n'a pas de jugement. Il ne dit pas, tiens, ça c'est une information qui est bien, je vais l'utiliser, ça c'est pas bien, je ne vais pas l'utiliser. Et c'est comme ça que quand on est enfant, on commence à créer on sort de la conscience et l'inconscient est déjà bien nourri, hein, puisque ce sont des informations qui tombent dans l'inconscient, puisque je ne sais pas. Mais ça rentre. Moi, je ne le sais pas consciemment, mais mon inconscient s'enrichit de plus en plus, déjà petit. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. On évalue 400 000 bits d'informations à la seconde sont absorbés par l'inconscient et 2000 sont traités par le conscient seulement. Donc, c'est sûr qu'il y a un gap entre... Voilà. Alors, en mental yoga, je vais regarder un peu s'il y a des questions, des commentaires, mais dis-moi, en mental yoga, ici, il faut que je coupe ce son, voilà. Dis-moi, en mental yoga, tu peux nous proposer un petit exercice, là, peut-être de base à faire ensemble ou pas? Comme ça, je te prends un chaud au dépourvu. Hein. Oui, je réfléchis. Ben, déjà, ce qui serait très bien, c'est d'apprendre. Ici, on est en live, bon, on ne peut pas faire de blanc, on peut pas faire de blanc peut-être, mais d'apprendre quand on écoute quelqu'un, c'est d'apprendre à l'écouter vraiment, c'est-à-dire à aller sentir, même jusqu'à sa vibration, à sentir sa présence, la vibration des atomes, pour voir ce qu'il veut dire. Parce que souvent, les mots nous font interpréter de façon fausse ce que la personne veut dire en réalité. Souvent. Hein. Donc, déjà, souvent, si on sait sentir les gens, vraiment sentir de l'ordre de cette vibration atomique, là, on peut comprendre exactement ce qu'il veut dire sans qu'il ait à parler. On peut très très bien être en relation avec quelqu'un sans avoir à passer par la parole. Et on comprend ce qu'il veut dire. On comprend. C'est-à-dire que les silences sont beaucoup plus... vous informent beaucoup plus sur la personne, sur vous-même, sur ce qui est en train de se passer. Il y a un dialogue qui se passe dans le silence. Ok. Voilà. On peut l'installer, vas-y. Voilà, un des exercices, c'est effectivement... Mais ici, tu vois, ce que je fais, parce que le mental yoga, je le fais vraiment en séance, c'est une personne à une personne et on est ensemble, on est présent. Et ce qui me sépare de l'autre, c'est pas du vide, c'est du plein. Tandis qu'ici, nous passons déjà par un écran digital, hein, un écran informatique où toutes les informations sont données, c'est-à-dire que bon, je ne suis pas voyante, donc il y a des personnes qui ont cette extra, ils ont la capacité de clairaudience ou de clairvoyance ou tu vois, qui sont capables, tu n'as pas besoin de parler et ils te sentent déjà ta présence. Moi, je ne sais pas le faire. Bon, peut-être que ça viendra. Là, je dirais, moi j'ai cette capacité d'empathie vibratoire, si tu veux, depuis longtemps en fait. Et même par écran, même par téléphone, ça passe. Formidable. Pour autant, mais je pense que tout le monde là. D'ailleurs là, je sens ton énergie, je sens ce que tu vibres, je dirais ton ADN. Est-ce que tu auras des petites clés à donner peut-être par rapport à ceux qui écoutent pour se mettre, pour se synchroniser là-dessus ou quoi? Se mettre en face, c'est apprendre à écouter. Et quand la personne vous parle, c'est vraiment apprendre à écouter. Et quand la personne vous pose une question, prenez un temps de respiration avant de répondre. Parce que souvent, on répond alors qu'on n'a pas entendu. On n'a pas entendu la phrase. Et avec toute l'énergie qui vient avec. Parce qu'une voix, c'est que de l'énergie en fait. Hein. Parce qu'on peut dire une phrase, la même, sur différents tons, et qui fait que on va interpréter d'une façon ou d'une autre. Ah tiens, il m'attaque. Ah tiens, il me reçoit. Ah tiens, il m'a compris.
Juste la même phrase, exactement prononcée différemment. Une voix, ça a une énergie. Et donc, toi, avec puisque tu mets quand même, tu as dit, hein, donc j'essaie de creuser un peu, tu mets en relation des aspects philosophiques également quelque part d'une odyssée personnelle que l'on effectue, comme tu as dit, par exemple, soit on a envie d'être appelé, on ressent un appel vers la lumière et on a envie de le suivre ou pas. Qu'est-ce que tu appelles l'appel vers la lumière pour que ce soit plus précis, pour qu'on puisse comprendre c'est quoi cet appel vers la lumière? L'appel de la lumière, c'est tout simplement déjà savoir que je ne suis pas que matériel, que je ne suis pas que matière. Je ne suis pas que ce qu'on voit de moi. Je ne suis pas que ce que moi je vois de moi. C'est-à-dire que je ne suis pas que ce corps physique-là. Et alors, avec Mental Yoga, on apprend aussi à voir qu'on est infini, qu'on est constitué de plusieurs corps. On va visiter tous ces corps. On avait parlé la dernière fois qu'on a discuté sur Facebook, on a parlé du désir. J'ai dit, mais c'est quoi un désir? Le désir, bon, on peut l'interpréter, parce que chacun a sa définition du désir. Mais ici, dans Mental Yoga, on donne un cadre bien précis de ce que c'est qu'un désir. Un désir, c'est quelque chose qui est biologique. C'est pas ma volonté. Ah, je désire aller au cinéma. C'est pas ce désir-là dont on parle. Le désir, c'est vraiment quelque chose qui est engrammé dans mon corps. Et si je peux raconter un petit peu, parce que c'est vrai que là, je suis en train de tourner un petit peu en rond. Oui, on va essayer d'avoir des exemples concrets. Voilà. Le mental yoga part donc de ce fameux mythe qui raconte l'histoire de notre voyage sur Terre. Donc, quand on regardait avant, c'est un mythe, donc quand on regardait la voûte céleste, on voyait toutes ces étoiles fixes en dehors de notre système solaire à nous. Et ils regardaient toutes ces étoiles fixes et eux, ils donnaient l'explication que c'était des âmes qui n'avaient pas de corps. Et comment ça se fait qu'on est ici? C'est que ce sont ces âmes qui, quand elles regardent notre système solaire qui est en train de bouger, hein, c'est la vie ici, ça bouge, tout est en mouvement, là-haut, tout est fixe. Eh bien, cette âme regarde le système solaire et elle est envoûtée, elle trouve ça très très beau, et elle se penche, et elle se penche, et elle se penche, et à un moment, elle chute. Et la première planète qu'elle va rencontrer, elle chute dans notre système, donc elle chute, la première planète qu'elle va rencontrer, c'est Saturne. Pourquoi? Parce que c'est la planète la plus éloignée de la Terre. Et Saturne, pourquoi est-ce qu'on parle de Saturne? Parce que Saturne va donner à l'âme le désir, la pulsion de vie, la libido. La libido, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas de mon ressort. C'est quelque chose qui est engrammé dans mes cellules, qui m'oblige à grandir, qui m'oblige, si par exemple je dois mesurer 1,60 m, ça ne dépend pas de moi. C'est Pluton, tu veux dire. C'était pas Pluton que tu voulais dire. Tu as dit Saturne. Non. Oui, Saturne. Pluton n'existait pas encore en 3000 avant Jésus-Christ parce qu'ils n'avaient pas de lunettes pour regarder. Parce que la vie, la mort, dans la symbolique des planètes, il me semblait que c'était Pluton. Mais bon. Oui, bon voilà. Donc, oui, ce qui est sûr aussi, c'est que quand on lit les différentes versions de la mythologie grecque, latine, égyptienne, tu verras qu'il y a plein de versions différentes de la même histoire. Ce qui est sûr, c'est que les 7 planètes que l'on peut observer à l'œil nu encore aujourd'hui, la plus éloignée, c'est Saturne. Pluton n'existait pas on ne la voyait pas à l'époque de ce mythe-là, de notre voyage d'âme sur Terre. Et Saturne, donc, va donner à l'âme sa vertu. Saturne, c'est le plomb, c'est quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose qui... Parce que l'âme, quand elle descend, elle est désespérée. Hein. Se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien là-haut. Elle est habitée par une nostalgie comme ça du temps d'avant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'ont très très fort. Ce temps d'avant où, mon Dieu, c'était quand même bien, je pars d'un endroit que je connais pour aller vers l'inconnu que je ne connais pas. Donc Saturne va lui dire à l'âme, je te donne la capacité de continuer ton chemin, c'est ce désir-là, c'est progresser. C'est inscrit
on va progresser. C'est inscrit dans notre ADN. Ici, dès que tu arrives, tu grandis. Tu es ici pour grandir, pour avancer. Tu ne peux pas rester statique. Tu dois avancer. Et c'est ça le désir. Le désir, c'est la libido, la pulsion de vie. C'est quelque chose qui nous habite et qui nous dépasse, qui ne dépend pas de moi. Ça, c'est le désir dans le cadre du mental yoga. Donc là, je te rejoins. Moi, je pense qu'on est au niveau planétaire, c'est parce que peut-être qu'avant, ils voyaient jusqu'à Saturne, mais après, tu as Uranus, Neptune. Bien sûr, et Pluton. On laisse tomber ça, cet aspect astronomique. En tout cas, du désir, là, je te rejoins par rapport au fait que le désir, ça ne vient pas de là. C'est une impulsion qui vient du corps et qui, quand elle n'est pas reconnue, et quand elle ne passe pas dans le cœur et qu'on ne lui donne pas une forme mentale, peut être débridée, mal interprétée, tordue, etc. Donc moi, ça me fait penser à l'alignement. Je ne sais pas, en mental yoga, comment vous placez pour reconnaître l'impulsion qui monte, la laisser passer dans le cœur et la laisser émerger dans le mental. Est-ce qu'il y a c'est comme la méditation, c'est quelque chose de différent? Non, c'est vraiment un cours où on place, c'est-à-dire c'est un cours d'anatomie. D'accord. Je ne peux pas dire autrement, c'est un cours d'anatomie. On nous a appris qu'on était notre corps physique, ça me limitait. Les gens qui pensent qu'ils sont leur corps physique, ils souffrent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui souffrent uniquement à cause de ça. Parce que quand on leur donne une claque, ils sont très malheureux. Hein. Parce qu'on leur a donné une claque. Hein. Et que le corps physique, c'est eux. Donc, quand on s'identifie à son corps physique, c'est très grave. C'est-à-dire qu'on peut, hein, c'est très bien, c'est très chouette. Moi, j'y étais dans ce monde-là. J'y étais dans ce monde-là où je croyais que mon corps physique, c'était moi. Mais mon corps physique, quand tu veux te libérer un peu, respirer, eh ben, quand tu prends du recul par rapport à ce corps physique dans lequel tu habites, où tu n'habites pas tout seul d'ailleurs, parce que tu n'es pas seul là-dedans, c'est toi hein, qui me l'as appris, l'interdépendance. Hein, nous avons plein de micro-organismes qui vivent avec nous. Et d'ailleurs, sans ces micro-organismes, la vie ne serait pas possible. Dans ce corps. Il n'y a plus de micro-organismes, je meurs. Il faut savoir. On est habité par plein de virus, hein, on parle des virus aujourd'hui, mais il y a plein de virus sur notre corps. Il y a plein de bactéries. Il y a plein d'autres micro-organismes, des milliards et des milliards. On n'est pas tout seul ici dedans. Donc, je ne peux pas dire « Ah, mon corps, c'est moi ». Non, j'habite dedans. J'habite dedans. C'est un véhicule qui a besoin d'un carburant. Donc, le carburant, c'est quoi? C'est notre désir. C'est ça qui me pousse en avant. C'est-à-dire que mon ordinateur que je vois ici, s'il n'y a pas d'électricité, c'est même pas la peine d'aller chercher le processeur central. Il ne va pas fonctionner. L'électricité, c'est la base. Et l'âme, quand elle traverse, la première chose qu'on va lui donner, c'est le désir. Le désir, c'est le carburant, c'est l'électricité du corps. Donc, moi, ce que je fais, le mental yoga, c'est juste de l'anatomie. D'accord, ok. Et tu veux dire quelque part que tu prends ce désir, tu l'identifies, tu le suis, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pragmatique, hein, tu sais. Oui, oui. Tu ne peux pas le prendre puisque ça ne dépend pas de toi. C'est comme si tu me disais… On l'observe, elle chevauche dessus, elle se met à cheval. Le désir, c'est ce qui te met en chemin. Ça te pousse pour aller sur Terre. C'est le carburant. C'est-à-dire que si je n'ai pas de carburant, je reste au fond de mon lit, quoi. Oui, tu déprimes, tu es au fond de ton lit, tu n'as pas de carburant. Tu es épuisé, tu n'as pas de carburant. Tu n'as même pas envie de naître. Il y a plein de gens d'ailleurs qui vivent comme ça. Ils ne sont pas encore nés, hein. Et pourtant ils sont là. Hein. Ils n'ont pas de désir de vivre. Ils n'ont pas ce… Enfin bon, bref, le désir, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas de mon ressort. C'est comme si je disais, je digère. Ce n'est pas de mon ressort de digérer. Je ne digère pas, c'est mon corps qui digère. Tu vois? Donc ce carburant, c'est Saturne qui le donne avec… Pourquoi est-ce qu'on te donne ce carburant? Parce que Saturne met des obstacles et il te dit ici, tu dois
évoluer, tu dois grandir. S'ils te mettaient des obstacles que tu peux franchir en marchant, hein, pourquoi est-ce qu'on grandit? Comment est-ce qu'on grandit? C'est dans la souffrance qu'on grandit. C'est dans la souffrance, il faut faire un effort. Tu ne peux pas grandir si tu n'as pas expérimenté quoi que ce soit. Oui, voilà. Tu grandis que mentalement. Je ne sais pas. En tout cas, tu grandis aussi expérimentalement. C'est par le corps qu'on grandit. C'est par le corps. Mais tu viens de dire avant qu'on n'était pas non plus le corps. Alors, tu vois, j'aime bien clarifier parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, je t'invite et oui, bien sûr. T'expliques ton prisme et je le respecte, je l'écoute, voilà, avec beaucoup d'attention. Chacun fait pareil. Là, tu dis tout à l'heure, ok, on n'est pas le corps, j'entends bien, on est vraiment multidimensionnel. En même temps, il y a un désir, une impulsion qui va rencontrer des obstacles, mais si elle n'est pas intégrée dans le corps, il n'y a pas de croissance. C'est bien ça que j'ai entendu. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est très... c'est comme si c'était des couches, quoi, tu vois. D'accord. Ici, quand je te parle de ce désir-là, je te parle juste du carburant. Après, c'est vrai que je m'éloigne et j'en ajoute. Mental yoga, c'est 10 heures de cours. 8 pour ceux qui ont déjà un bon développement personnel. C'est 10 heures de cours. Et là, c'est pas encore le début. Moi, je rentre comme ça je suis déjà au 2e chapitre, là. Quand je parle de Saturne et du désir, je suis déjà au 2e chapitre. Avant ça, il y a autre chose. Mais le désir, c'est organique. Pour mental yoga, maintenant, tu peux avoir des désirs sexuels, c'est aussi organique. Voilà, c'est aussi organique. Hein. Donc, voilà. Et ensuite, l'âme passe de Saturne, passe à Jupiter. Donc, on continue ce voyage. Et Jupiter, qu'est-ce qu'il va donner à l'âme? Quand l'âme arrive sur Saturne, elle se dit, mon Dieu, ça ne va pas être drôle ici. On me donne le plomb et on me dit qu'il faut que je saute, que je franchisse les obstacles. Donc, on me fournit en carburant. Jupiter, qui est Zeus, qui est une énorme planète gazeuse, bleue, va donner à l'âme sa première inspiration. Et Jupiter, sur Mental Yoga, on va l'appeler, c'est notre être, c'est notre ovule. Si je ramène ça au corps, Jupiter, on peut la comparer à notre ovule, c'est la partie féminine en nous. Jupiter donne à l'âme sa première inspiration. L'âme commence à respirer. Inspirer, c'est inspiritus, hein, c'est notre esprit. On commence à... Donc, on a un désir de grandir, donc on a le carburant, et puis on a l'inspire, expire, l'inspire, expire. Et Jupiter, c'est l'amour, la planète de l'amour, du pardon et de l'indifférence. Tout ça, c'est un seul mot. Bon, on utilise la langue française. Hein. En français, on utilise amour, pardon, indifférence. Mais ici, en fait, Jupiter, quand il donne à l'âme un seul mot, que nous, on va traduire en français, amour, pardon et indifférence. Et en fait, quand on analyse amour, pardon et indifférence, ça veut dire exactement la même chose. C'est le même mot. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que nous, on est toujours d'accord quand on veut dire « Ah oui, l'amour inconditionnel, c'est génial l'amour inconditionnel. » Mais l'amour inconditionnel, ça veut tout simplement dire que j'aime tout le monde pareil, inconditionnellement, sans aucune différence. Et bien ça, c'est la planète de Jupiter. Donc, ça veut dire l'amour spirituel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour spirituel. Ce n'est pas un amour qui se passe dans le corps, ni dans la sexualité, ni avec les enfants. C'est pour ça que dans cet amour-là, on va dire qu'il n'existe pas d'amour dans un couple et il n'existe pas d'amour avec les enfants. Parce que l'amour spirituel de Jupiter, c'est inconditionnel. Et le pardon, il est inconditionnel. Donc, ça veut dire qu'il est indifférent. Quand je suis sur Jupiter, je suis dans l'indifférence totale. Et l'ovule dont nous sommes tous faits, ovule et spermatozoïde, nous sommes faits des deux, eh bien l'ovule, il va accueillir, le premier, c'est le bon, dans l'indifférence absolue. Il ne va pas dire, ah tiens, celui-là non, celui-ci oui, celui-là non, celui-ci oui. Il ne choisit pas. L'ovule, il aime tout le monde pareil. Ensuite, l'âme continue à descendre, il arrive sur Mars. Mars, c'est notre ego.
Parce qu'il n'y a pas d'être sans ego, il n'y a pas d'ovule sans spermatozoïde. Hein. Pour que je sois, il me faut du carburant, donc de l'électricité, il me faut de l'être et de l'ego pour former un corps. Il n'y a pas d'esprit sans le corps. Il faut les deux. Donc le corps, c'est l'ego, c'est Mars. Mars, c'est le sang, hein, c'est la planète rouge, plein de fer, et notre sang est plein de fer aussi, n'est-ce pas? Donc si tu n'as pas assez de fer, tu es anémique. Tu ne peux pas défendre ta vie. Tu vas te laisser bouffer par les autres. Or, l'ego, Mars, il apprend à l'âme à défendre sa vie. Et il dit à l'âme, quand tu descends là en bas, reste vivant. Je te donne tous les outils possibles et imaginables. Et l'ego, il a des centaines de milliers d'outils pour défendre sa vie. Et il sait se transformer. D'ailleurs, quand je te parle, ce n'est pas ma spiritualité qui te parle, c'est mon ego. Parce que quand on parle à quelqu'un, quand on se présente, on est dans le corps. Le verbe, tout ça, c'est dans le corps. Ça se passe dans le corps. Alors que le Jupiter, il n'y a pas de corps. Hein. L'âme inspire, il est dans l'esprit, parce que inspirer, ça veut dire in spiritus. Je suis dans l'esprit, je n'ai pas de corps. Donc c'est très rigolo parce que tous les terroristes qui voulaient absolument aller se faire exploser pour retourner vers Dieu et avoir les 100 000 vierges, ben, ils n'ont pas de corps là-haut. Il n'y a pas de corps. C'est ici en bas qu'il y a un corps. Je ne sais pas où ils vont quand ils se font exploser, mais en tout cas, c'est sûr que je doute très fort que ce soit un niveau d'harmonie. Et donc, après Mars, tu as la Terre, tu as le plan terrestre. Après Mars, tu as le centre, le processeur central. Parce que quand tu regardes les planètes, il n'y en a que 6 ou 7, je ne sais plus. 7, bien sûr, il y en a 7. Tu sais pourquoi il y en a 7? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Saturne, c'est samedi. Jupiter, c'est jeudi. Mars, c'est mardi. Et ensuite, on arrive à la 4e planète qui est au centre. Il y a 3 devant et 3 derrière. Donc, mental yoga, c'est le centre. C'est-à-dire que c'est quand je suis dans mon corps, pas dans celui du voisin, que je vois clair. Je vois clair, c'est dimanche. Hein. Le soleil, c'est Sunday. Hein. Sunday, c'est dimanche. C'est Dominicus. Dominicus, ça veut dire domicile. Je suis chez moi. Je suis à domicile. Et c'est quand je suis à domicile que je deviens lucide, que je vois clair. Et quand je suis hors de mes gonds, je suis dans l'ego, hein. Quand je suis hors de mes gonds, le cerveau, il est éteint. Il est éteint. Voilà. Ok, Laetitia. On sent que tu es passionnée. Mais pour moi, ce sont des grilles de lecture qui rapprochent, comme tu dis. Tu as vu des grilles de lecture, tu as vu des corrélations. L'important, c'est pas de dire si c'est plus juste ou moins juste. L'important, c'est de voir si ça aide. Toi, est-ce que ça t'a aidé? Et autour de toi, est-ce que ça aide à mieux vivre les défis que nous devons traverser? Parce que c'est ça le plus important, finalement. Ça aide énormément. Moi, ça m'a sorti de l'obscurantisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça aide. Et j'ai pu transmettre ça à certains de mes clients qui venaient pour des massages et que je voyais qu'il y avait une réponse de non-recevoir. Là, je disais non, je n'y arrive pas, quoi. C'est autre chose qu'il lui faut. Et je lui proposais ça, et elle suivait les 10 heures de cours, et on ressort en pleine puissance, parce que le mental yoga nous inscrit dans notre puissance. Nous sommes créateurs de notre vie. C'est-à-dire qu'on apprend dans mental yoga qu'on récolte ce que l'on a semé. Il n'existe pas. Je suis responsable de ce qui m'arrive. C'est moi qui crée ma vie. D'ailleurs, on le voit très bien maintenant. On est 20-20, hein, en miroir. Et tout au début de l'année, j'ai dit, cette année, on va voir clair, parce que tout va se jouer en miroir. Tout ce que nous faisons ici en bas, on va le voir là-haut, et tout ce que là-haut va nous enseigner ce que nous voyons. Il va nous tendre un miroir. Et voilà, on le voit. On ne s'est pas très, très bien comporté avec la nature, on ne s'est pas très, très bien comporté avec... Voilà, on est au cachot. On est entré dans nos cellules. On est en prison.
Eh bien, super. Je te lis, donc tu pourras répondre aux questions hein, en dessous, parce qu'il y a des commentaires, il y a des questions. Rien, moi. Rien. L'amour vis-à-vis de ses enfants n'est pas inconditionnel, point d'interrogation. Euh, L'amour vis-à-vis des enfants, tu as dit qu'il n'était pas inconditionnel. Euh, Tu peux expliquer pourquoi il n'est pas inconditionnel? Il ne peut pas être inconditionnel parce que déjà, l'amour avec les enfants, l'enfant sort de mon corps. L'amour inconditionnel, c'est sans le corps. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, je vais dans l'esprit. C'est Jupiter qui donne l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel, indifférent. Or, quand je suis avec un enfant, je suis désolée, je ne suis absolument pas dans l'indifférence. Au contraire, j'y vais incarner dans mon corps pour pouvoir l'élever, pour pouvoir lui transmettre mes connaissances. Je suis obligée d'être présente corporellement. Il a besoin de me voir. Et d'ailleurs, quand on élève un enfant, ce n'est pas par la parole. Il me regarde, il voit ce que je fais, il passe par le corps et il m'imite. C'est comme ça qu'on élève les enfants. Et alors l'amour des enfants, il est organique. C'est mon ADN, ça ne dépend pas de moi. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, qui, quand elles enfantent, n'ont pas cet attachement. C'est un attachement organique, physique. Il n'est pas du tout dans l'esprit. Hein, on s'élève, non. Il y a une manière très simple, Jacques, pour vérifier que l'amour d'un enfant n'est pas inconditionnel. N'importe quel parent va se promener le long d'une falaise avec deux enfants, le sien et le copain ou la copine de son enfant. Tous les deux trébuchent et sont prêts à tomber. Il est fort à parier que tu rattrapes ton enfant en premier et pas celui du voisin. Oui, parce que c'est un attachement, c'est-à-dire qu'il descend de moi. C'est une branche. C'est-à-dire que moi, je suis un arbre et il est une branche de moi, il a un rejet. Donc moi, je vais mourir et lui, il doit me survivre. Et ça, c'est un attachement qui est biologique. Hein. C'est biologique, c'est organique, ça ne dépend pas. Enfin, il y a des personnes qui ne l'ont pas, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cet attachement-là et qui ne sont pas attachées, qui ne produisent pas cette hormone, ou je ne sais pas ce qui fait qu'on est attaché à un enfant. Mais ce n'est certainement pas un amour inconditionnel. Non, mais je te rejoins bien. Les enfants ne sont pas là pour nous aimer non plus. Les enfants ne sont pas là pour nous aimer, c'est très important de savoir ça, parce qu'il y a beaucoup de parents qui maltraitent, comme on a été maltraités, comme nous on a été maltraités, d'aller dire bonjour. On est obligé d'aller rendre visite alors que nous avons une famille aussi dont il faut s'occuper, etc. Et les enfants ne sont pas là pour nous aimer. S'ils nous aiment après qu'on les ait élevés correctement, etc., et qu'ils ressentent non pas je vais pas dire ça de l'amour, on dit hein, que les enfants sont là pour honorer leurs parents, ils ne sont pas là pour nous aimer, on honore ses parents. Et ça, le problème, c'est que la pauvreté de la langue française ou les autres langues, je ne sais pas, ou la pauvreté de notre culture, on devient tellement de plus en plus pauvre qu'on mélange un peu tout. Les enfants sont là pour nous honorer. Et comment est-ce que les enfants honorent leurs parents? Je pose des questions ici. En étant propulsés dans la vie, en réalisant leur propre... En corrigeant leurs conneries, parce que tout le monde fait des conneries. Moi, j'en ai fait, très certainement, et mon fils vient pour corriger. Donc, c'est-à-dire améliorer toute la lignée humaine. Hein. On est là pour évoluer, faire évoluer toute la lignée humaine. Voilà. Et ça commence déjà là, la relation que j'ai avec mon enfant. Bien, merci Laetitia pour ce partage. On a dépassé notre espace-temps disponible, mais je pense que voilà, on est resté avec un nombre constant de personnes qui regardent. Je te propose d'aller dans les commentaires en dessous pour répondre. Il y en aura maintenant, il y en aura tout à l'heure, il y en aura demain, etc. Il y a pas mal de personnes qui vont passer. D'accord. Et je propose donc rendez-vous vendredi pour un autre Lotus Talk Show sur l'harmonisation de son espace, de son environnement, avec Michel Gossens qui viendra nous rejoindre. En tout cas, merci d'avoir partagé ce qui t'a animé. On sent que
ça a réveillé quelque chose en toi. Est-ce que ça va correspondre? Est-ce que ça va parler à certains ou pas? Ça, eh bien, on verra. Tout est libre. Merci à vous. Et puis, eh bien, à très bientôt. Merci Joachim, merci beaucoup. Au revoir. Mental Yoga invite à un voyage vers la connaissance de soi afin d'atteindre l'ultime pilier du yoga, le nirvana. Ce voyage passe par la pratique d'hygiène mentale basée sur les 2 premiers piliers du yoga.